Trahison et traîtrise des anciens du PPRD, mesdames et messieurs, et là, la thématique du jour. Bienvenue à chacun et à tous. C'est le début de votre émission, c'est politique, et que nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour. Voilà, en plateau, nous avons un spécialiste en questions sécuritaires. On l'appelle comme ça, Basile Diatezoa. Ensemble avec lui, nous allons analyser justement l'actualité dominée toujours par l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, les chefs de l'État étaient en Mauritanie justement pour pouvoir débattre sur cette problématique avec le président en exercice de l'Union africaine. Donc, nous en parlons tout de suite. Je veux devoir recevoir mon invité à qui déjà j'ai dit bonjour, monsieur Basile Diatezoa. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un honneur pour moi de vous recevoir en plateau ce jour. Oui. Nous allons parler République démocratique du Congo. Il y a à peu près 3 décennies que nous sommes agressés injustement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo par les ennemis connus déjà de tous, le Rwanda. Un mot par rapport à cet état de choses. Ben, moi, personnellement, je tiens à ce que on change de paradigme. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation historique et le pays risque de tomber en quenouille. C'est-à-dire que la désintégration de notre pays. Et nous devons éviter cela. Donc, je n'ai pas la même approche que beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce que c'est une problématique que je maîtrise depuis plusieurs années, et je n'ai pas le même regard face à cette crise à l'Est par rapport à certaines personnes ou personnalités qui vont découvrir les contradictions à l'Est à partir, par exemple, de l'arrivée de Kagame au pouvoir. Or, cette crise date... En 1994. Oui, c'est ça. Or, cette crise, bien avant... Bien avant. Bien sûr. Écoutez, Mobutu a trouvé la crise à l'Est. Donc on peut remonter justement vers les années... Mais oui, Mobutu l'a trouvé. Ok. Mais malheureusement, il n'a pas apporté des solutions appropriées. Mais ça n'avait pas cette ampleur. Oui, d'accord, mais justement parce que la bulle a évolué. Et ça a produit plusieurs bulles qui aujourd'hui explosent. Donc nous sommes devant, comme j'ai dit, une situation historique. Et cela appelle... une prise de conscience générale pour qu'on trouve une solution appropriée une bonne fois pour toutes. Parce que c'est toujours à l'Est qu'il y a ces contradictions. Notre communauté politique est déstabilisée. Pourquoi? Parce que à l'Est, qui est quand même une composante très importante pour notre pays, si l'Est connaît à tout moment ces problèmes identitaires, ce problème de sécurité, de stabilité, eh ben c'est tout le pays qui risque de connaître la désintégration. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous devons, comme on dit, changer de paradigme, descendre un peu nos émotions, maîtriser nos émotions pour des solutions idoines. Basile Diatezoa, vous êtes expert des questions sécuritaires. Tantôt, vous avez parlé de l'historique de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme ça date, il y a plusieurs décennies, moi tantôt j'ai parlé des 3 décennies, mais quand vous évoquez l'aspect d'avant-indépendance, donc nous allons au-delà, donc de 6-7 décennies. Et donc, alors, la grande question reste de savoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de pointer du doigt Kagame, qui est un passager, il faut le dire, et il ne restera à jamais président de cette République rwandaise. Et donc, qu'est-ce qui restera inclus dans la conscience des Rwandais par rapport à cette crise qui sévit dans la partie orientale? Parce que vous parlez de l'historique, ça a commencé bien longtemps. Et donc, est-ce qu'ici nous pouvons comprendre que c'est lui qui viendra justement après Kagame va continuer dans cette logique de choses? Vous savez, avant l'arrivée de Kagame au pouvoir, il y a eu toujours des problèmes à l'Est. Dès l'indépendance, par exemple, dès l'indépendance du Rwanda, je prends ici en 62, le Rwanda
le pouvoir de Kayibanda et puis le pouvoir à Biarimana. C'est un pays qui interfère beaucoup sur la situation politique du Nord Kivu. Ça s'explique par le simple fait que il y a des liens historiques, il y a des liens ethniques, ainsi de suite. Donc, les antagonismes qu'on trouve au Rwanda, on les retrouve de temps en temps au Nord Kivu. Depuis l'indépendance du Rwanda. Bon, évidemment, quand il y a eu ce phénomène, ce drame de génocide au Rwanda, l'arrivée au pouvoir de Kagame, et puis l'arrivée des extrémistes Hutus rwandais chez nous, les contradictions se sont aggravées. N'oubliez pas que le Rwanda sort de ce deuxième génocide, parce que le premier génocide c'est en 59, et ce deuxième génocide en 94. Donc les deux groupes qui appartiennent à une même communauté politique à un certain moment, ils sont arrivés à la désintégration de leur nation qui est millénaire. Bon, l'impact évidemment à l'est du pays, c'est que nous avons une population congolaise d'expression Kinyarwanda, des Hutus et des Tutsis. Quand ces Hutus extrémistes arrivent chez nous à l'est, ils vont transposer leur idéologie génocidaire contre des Tutsis du Zaïre, et on connaît la suite, les dérives, ainsi de suite, tout ça là. Et nous sommes arrivés au phénomène de l'AFDL. L'AFDL et puis le phénomène Kabila, voilà, justement. Donc il faut pas isoler le drame que nous connaissons aujourd'hui à l'Est, il faut pas l'isoler dans le temps. Pour trouver des solutions, il faut comprendre la problématique. C'est ce qui d'ailleurs expose les chefs de l'État. Oui, c'est ça. Parce que jusque-là, il a vraiment à mettre sur la table toutes les cartes possibles qui sont connues de tout le monde. C'est déjà un pas dans la démarche de pouvoir apporter la paix dans cette partie orientale. Il y a une volonté politique de la part du président pour la paix, c'est normal. Quel est ce président qui arrive au pouvoir et qui dit que voilà, je vais créer le chaos dans le pays que je vais gouverner? Ça n'a aucun sens. Il a une volonté politique. Maintenant, est-ce que cette problématique, ce dossier est bien traité au niveau de la présidence, donc des décideurs? C'est là la vraie question. Parce que, sincèrement, quand j'observe certains narratifs, je crois qu'il y a une certaine, pas complaisance, mais une certaine légèreté pour gérer cette crise à l'Est. Et aujourd'hui... Légèreté à quel niveau? Légèreté, au niveau de la présidence, c'est-à-dire... au niveau de la sécurité, nous comptons du doigt l'armée, le service des renseignements. Mais vous savez, ceux qui arrivent au pouvoir, ils amènent un esprit politique. Et cet esprit politique génère des narratifs dans beaucoup de domaines qui touchent au pays, c'est normal. Bon. Mais si, par exemple, vous trouvez autour du président des personnalités qui ne sont pas rigoureux dans la résolution de la crise à l'Est, par exemple, Rwandais, Congolais, bref, on sent cette légèreté intellectuelle. Et le drame, c'est que les contradictions s'aggravent. Nous sommes devant une situation historique. Et il faut sincèrement, si vraiment nous sommes des hommes politiques responsables, ce n'est plus le moment de galvauder cette problématique. Pensez-vous que cette question doit être traitée avec une rigueur aiguë? Bien sûr, il y a des experts pour proposer des solutions aux décideurs. On ne va pas prendre le premier venu de la rue parce qu'il a des liens familiaux avec le boss, et bon, on le responsabilise. Non, vous savez, le problème de l'Est est tellement délicat qu'on n'a pas droit à l'erreur.
Et voilà la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et ça risque de s'aggraver, les contradictions. Plus ou moins 7 millions de déplacés. Oui, voilà. Moi, j'ai visité l'Est, j'ai vu les souffrances de nos populations. Nous sommes ici à Kinshasa. Il y a ceux qui disent, bon, il faut faire la guerre contre le Rwanda. Mais parce qu'ils ne vivent pas les rafles de la guerre. Vous allez demander à ces populations à l'Est de faire la guerre contre le Rwanda, ils vous diront, mais vous êtes fous. Donc, non, soyons responsables. Et s'il ne faut pas faire la guerre, comme vous le dites, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que la paix revienne dans la partie orientale? Donc, pour qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs, en ce qui nous concerne, nous avons 2 dossiers principaux. Les premiers? Le premier, c'est d'abord la paix, la sécurité dans notre pays. Donc un problème interne. Paix et sécurité. Dans notre pays. Et un de ces mouvements qui bouscule un peu la sécurité à l'Est, il y a le M23. Le M23 a ses griefs. C'est un mouvement congolais. Le M23 a ses griefs qui sont connus, même au niveau de la communauté internationale. Donc il faut, entre nous Congolais, trouver la solution pour que ce problème, ces griefs présentés par ces Congolais. Quand vous parlez de l'unité au sein des Congolais, que les Congolais entre eux puissent trouver des solutions, mais bien évidemment, les gouvernements congolais, à travers l'impulsion du chef de l'État, a manifesté sa volonté de faire venir tous ceux-là qui sont dans les groupes armés, en tout cas, de laisser les armes et puis de venir dialoguer, de sorte de trouver une solution à cette problématique. Mais jusque-là, il n'y a pas toujours des revenus quant à ça. Mais vous savez, ces groupes rebelles... Parce que tantôt, vous avez dit que le M23, c'est un groupe congolais. Bien sûr, non, écoutez, je n'entre pas dans le narratif. Non, vous l'avez dit. Bien sûr, bien sûr, c'est un mouvement congolais. Et c'est une problématique que je maîtriserai bien. Bon, peut-être qu'il y a des soutiens des pays voisins, tout ça là. Bon, ça, c'est incontestable. Mais la communauté internationale sait très bien que le M23, c'est un mouvement congolais. Donc jusque-là, le problème reste congolais. Bien sûr, c'est un problème congolais. Donc, il faut qu'on trouve des solutions idoines. Ça ne sert à rien de s'égarer dans des slogans ou bien dans des positions qui aggravent des contradictions. C'est absurde. Très bien. Le premier dossier, vous avez parlé de la paix et sécurité. Le deuxième dossier? Bon, le deuxième dossier, c'est les relations entre le Rwanda et le Congo. 2 États. Chaque État a ses intérêts, intérêts politiques, intérêts économiques, intérêts sécuritaires, tout ça là. Mais non. Que les 2 États, que les dirigeants de nos 2 pays trouvent, négocient, se mettent autour d'une table pour aplanir leurs divergences. Parce que la guerre, ça nous détruit tous. Mais en parlant de ces 2 pays qui doivent se mettre autour d'une table, et cela a été d'ailleurs voulu, sollicité par les médiateurs angolais, Joao Lourenço, qui a plusieurs fois réuni ces groupes, les Congolais, les Rwandais, justement pour parler de cette question et pouvoir lever des options, pouvoir permettre au retour de la paix. Mais jusqu'à présent, rien toujours. Ben, rien parce que... peut-être, je dis bien peut-être que les méthodes de négociation ou les méthodes de résolution de ces violences, de ces conflits ne sont pas efficaces. Efficaces? Je dis peut-être. Puisque, après tout, ce ne sont pas des sacs de manioc ou de sacs de riz. Ce sont des êtres humains, ces rebelles. Donc, vous n'allez pas prendre des sacs de riz pour les déposer les transposer dans un autre entrepôt. Non, ce sont des humains qui ont des revendications, tout ça là. Donc, c'est un problème politique. Et ça ne sert à rien
d'avoir des positions tranchées qui aggravent de compte. Vous parlez de problèmes politiques. Oui. Déjà, nous le savons bien, les exigences de ces groupes rebelles, oui, c'est justement au niveau des brassages et mixages, au niveau de nos institutions. Et c'est que refuse la République démocratique du Congo via même l'Assemblée nationale. Il vous souviendrez, oui, le président Bosso avait dit que nous n'allons pas, en tout cas, passer à cet état de choses, donc de brassage et mixage. Vous savez, ce problème de brassage, ce n'est pas important. C'est pas important? Je m'explique. Mais pour les rebelles, oui. Non, attendons-nous. Entendons-nous. Allez-y. Quand je dis que c'est pas important, c'est-à-dire que il y a des problèmes plus importants que ça à résoudre. Parce que vous n'allez quand même pas me dire qu'un jeune Tutsi congolais, quand vous lui demandez de choisir entre 10 à 15 vaches et son intégration dans l'armée, je connais bien la communauté Tutsi, il va préférer aller élever ses vaches. Donc, ce problème de mixage ou quoi, ça a été un processus historique. On va tirer des leçons s'il y a eu des erreurs dans l'application ou, je ne sais pas moi, dans la gestion de ce dossier d'intégration. Mais pour l'instant, laissons d'abord tout ça de côté. Trouvons des solutions idoines. Il n'est pas dit que ils seront obligés d'adhérer dans l'armée. Non, on va trouver d'autres solutions. C'est pour cela que je dis, c'est la réflexion approfondie au lieu de se limiter à des positions de tranchées, souvent qui sont des slogans. Parce que si aujourd'hui, vous reconnaissez que tel citoyen est congolais, mais si ce citoyen veut faire l'armée, vous lui refusez d'entrer dans l'armée, donc il n'a plus le même droit que les autres citoyens. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne. Donc c'est pour cela que je dis, ce problème d'intégration dans l'armée, tout ça, là, il ne faut pas en faire une entorse. Ça, c'est rien. On va trouver des solutions parce que cette région de l'Est est à reconstruire. Et pour reconstruire le pays, bien sûr, il faut la sécurité. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Donc, concentrons-nous d'abord à trouver des solutions idoines, des solutions de cohésion. Par exemple, le grief fondamental du M23, un des griefs, le retour des réfugiés congolais qui sont en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie. Je me rappelle, j'étais à Bujumbura, le président Kabila, enfin le gouvernement de Kabila avait accepté que des réfugiés qui étaient au Burundi rentrent au Congo. Eh bien, quand ces citoyens congolais sont arrivés à la frontière d'Uvira, il y a eu des manifestations qui ont empêché ces Congolais de rentrer au Congo. On les accusait d'être des Rwandais qui viennent occuper des espaces au Congo. Vous voyez que ce sont des attitudes infantiles. Franchement, ce sont des attitudes. Mais il fallait justement sur le terrain faire un travail de fond pour convaincre nos compatriotes. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est là, ce sont nos frères. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes plus importants à résoudre que le problème de l'intégration des jeunes Tutsis dans l'armée. Ça, c'est rien, ça. Très bien. Le problème, c'est que nous devons aller en profondeur pour que demain il y ait plus le vrai problème. Ah oui, il faut être rigoureux. Évitons ces narratifs qui détruisent la cohésion nationale. Parce que cette rigueur, vous l'amenez aussi au niveau de notre armée? Mais bien sûr, mais l'armée n'est que le reflet d'un pouvoir politique, non? Les militaires ne vont pas faire des aventures guerrières sans la politique, les injonctions. Voilà, c'est normal. Donc, c'est l'esprit politique. Ce sont les institutions que nous allons accoucher dans notre sens d'innovation politique, tout ça là. Et nous aurons, parce que pour avoir une armée dissuasive, il faut un État viable et responsable. Tout à fait. Si on n'a pas un État viable et responsable, ça ne sert à rien d'aller faire des aventures guerrières. Donc l'armée n'est que le reflet de la gouvernance publique de notre pays.
Très bien, merci beaucoup. C'était là Basile Diatezoa. Il est expert des questions sécuritaires, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de la 10e rue télévision. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin pour la réalisation de cette émission. Coup de chapeau à vous. Nous poursuivons, nous sommes en direct. Vous pouvez toutefois réagir à cette émission car nous parlons sécurité en République démocratique du Congo, bien évidemment avec un expert qui répond justement à nos questions. On faisait tout à l'heure allusion alors à ce mouvement appelé le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et donc au-delà du M23, nous avons un mouvement également qui a vu le jour un certain 20 décembre 2023 à l'Alliance du fleuve Congo, un mouvement des Corneilles Nangaa qui fut le président de la commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Ce mouvement a vu le jour à Nairobi, nous sommes au Kenya. Alors, AFC M23, allez-y comprendre qu'ils ont une même mission de pouvoir déstabiliser la partie orientale de la République démocratique du Congo et les institutions du pays, créer un environnement économique plus adéquat, sauver la République démocratique du Congo qui navigue dans l'instabilité chronique avec la faiblesse de l'État, rétablir la souveraineté de l'État. Et donc, autour de la table, mesdames et messieurs, nous tournons autour de la trahison et traîtrise des anciens du PPRD. Vous l'avez suivi. Et déjà, primo, commençons d'abord par la mise en place de cette alliance du fleuve Congo par Corneille Nangaa. Aujourd'hui, vous avez connu Nangaa comme une personnalité de paix, quelqu'un qui a aidé la République démocratique du Congo à organiser les élections, qui a vu pour une première la passation du pouvoir. Et donc, ces derniers s'affichent désormais du côté des ennemis de la République, justement dans l'optique, selon lui, entre guillemets, pouvoir libérer la République démocratique du Congo. Bon, je reviens sur ma petite remarque. Vous savez, nous sommes là pour transmettre des messages politiques, pour éduquer la population, ainsi de suite, tout ça là. Et nous voulons la paix, la cohésion nationale, l'unité du pays, ainsi de suite. Et je crois qu'il est plus que temps d'être modéré dans les termes, les mots que nous utilisons en politique. Parce que parler des traîtres, parler ce sont des Rwandais, ou mépriser les autres, tout ça là, on a grave de contradictions. Puisque le peuple suit l'orientation des gouvernants. Si les gouvernants ont un discours, un narratif de mépris de l'autre, ça a un impact au niveau de la population. Très bien. Et or, il faut voir l'avenir du pays. Moi, je crois qu'il est plus que temps qu'on évite tous ces caligots, traîtres, trahisons, ainsi de suite, tout ça là. Dernièrement, il y a eu cette décision pour... disons contre le moratoire, ainsi de suite. Voilà, justement. Bon, moi je crois que il est plus que temps. Vous voulez glisser un mot par rapport à cela? Philosophiquement, je suis contre. Hein. Vous êtes contre? Ah oui, bien sûr. Philosophiquement. Pourquoi? Ce sont mes valeurs. Okay. Oui, écoutez, je fais la politique en fonction des valeurs. C'est pour protéger la nation. Oui, mais, les traîtres sont partout, il faut celui qui est au pouvoir ne détient pas la vérité absolue. Tout comme celui qui est dans l'opposition ne détient pas la vérité absolue. Exact. Parce qu'en politique, la vérité absolue n'existe pas. C'est vrai? Ah non, il n'y a pas de vérité absolue, je dis bien. C'est-à-dire que nul ne détient la vérité absolue. Parce qu'un acteur politique est là pour ses intérêts politiques, ainsi de suite, son pouvoir, tout ça là. Donc, s'il qualifie les autres de traîtres, ainsi de suite, c'est en fonction de son pouvoir. C'est normal. Mais demain, ceux qui étaient, par exemple, on a vu le cas de Mobutu, non? Mobutu était au pouvoir, il pouvait aussi qualifier les autres de traîtres, tout ça là. Et bon, ceux qui ont plus le pouvoir, l'AFDL, ils pouvaient aussi le qualifier de traître. Donc voilà, ainsi de suite. Donc, soyons sages. Hein? Évitons ces mots-là qui créent des frustrations. Parlons des Corneilles inutiles. Nangaa. Parlons des Corneilles Nangaa. Répondez à la question.
Vous savez, quand les violences avec les M23 ont commencé, si on avait éteint le feu dès le départ, on n'allait pas connaître le phénomène Nanga. Phénomène Nanga. Ah oui. mais non, mais c'est la réalité, non? Exact. Ben, si on avait stoppé l'avancée, disons, les exploits du M23, par des négociations, ainsi de suite, ou des solutions idoines, on n'allait pas connaître aujourd'hui le phénomène. Tout à l'heure, en vous posant la question, oui. Monsieur Basile, oui. J'ai parlé des Nanga comme quelqu'un de bien. Oui. Il a organisé les élections qui ont permis justement une passation de pouvoir pacifique en République démocratique du Congo, une première. Aujourd'hui, nous avons un président, un ancien président en vie, sénateur à vie. Nous citons Jikaka dans son Kingakati natal, certainement en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. C'est grâce à ces Nanga. Et ces derniers se retrouvent du côté des ennemis. Est-ce Nanga c'était un frustré du pouvoir de Tshisekedi, ou soit c'est quelle mouche l'a piqué? Ben, sûrement, vous avez utilisé le mot, peut-être, moi je ne l'utilise pas, mais vous l'avez utilisé. Ce sont mes propos. Oui, c'est ça. Peut-être de frustration. Okay. On ne sait pas, parce que il a aussi ses... Vous en savez quand même quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est un homme politique. Vous avez un sourire. Vous savez, non, mais écoutez, c'est un homme politique, n'est-ce pas? Il a peut-être ses intérêts politiques ou économiques, je ne sais pas, et qu'à un certain moment, il ne se retrouve pas dans ses intérêts. Bon, il y a ceux qui n'aiment pas traverser le désert. Hein. Ah oui, il y a ceux qui n'ont pas cette force morale. Lui ne peut pas traverser le désert pendant plus ou moins 32 ans. Bien sûr. Moi, je suis un des produits, non? Quel cœur ils avaient? La patience. La patience. La lutte pacifique. Mais il ne faut pas la vengeance, alors. Hein. Vous voyez? Moi, j'ai fait plus de 40 ans de lutte politique, mais je ne dois quand même pas être méprisant vis-à-vis des autres, vous comprenez? Toucher aux armes. Non, mais puisque nous sommes là pour notre pays, servir notre pays. Nanga, sûrement, il a des raisons personnelles que je ne connais pas. Hein? Bon, il a fait son choix politique. Maintenant, est-ce que demain, parce que il devient un personnage à prendre en compte demain sur le plan politique. Hein, parce qu'en politique, c'est un problème de rapport de force. Bon, Nanga s'impose à l'Est et donc il devient un paramètre incontournable pour la paix. Si demain il faut négocier, il faut quand même que cette équipe soit autour de la table. C'est le bon sens élémentaire. Il est en train de poursuivre dans ses dires qu'il est là pour libérer la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces Congos être pris en otage par un groupe de gens? Vous savez, les hommes politiques, hein, souvent, ils manquent de retenue dans leur dire. Hein. Laurent Kabila aussi a parlé de libérer le Zaïre, hein, des griffes de la dictature de Mobutu. Et Mobutu, d'ailleurs, il disait... mais dans ce temps, vous avez soutenu Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais vous en avez aussi marre du régime. Oui, on a soutenu un processus. Okay. Pas Laurent Kabila comme tel. Okay. Parce que je le connais personnellement. Il n'est pas de mon bord politique. Il n'est pas de mon écurie politique. Mais c'était un processus. Il y avait une convergence d'intérêts politiques. Bon, on a soutenu ce processus. Il fallait libérer la République. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait amener un changement. Okay. Bon. Mais je me rappelle toujours d'une phrase du feu président Mobutu qui a dit ceci de Laurent. Il dit « Mon souci aujourd'hui, c'est de laisser ce pays entre les mains d'un chef de bande comme Laurent Kabila. » Ah oui, il l'a dit, Mobutu l'a dit. C'était un regret. Hein? C'était un regret. Oui, il a souffert de ça. Il dit, je veux bien partir, mais ma douleur, c'est de voir que mon pays soit demain entre les mains d'un chef de bande. Ah non, moi je ne fais pas partie, je ne m'aligne pas derrière. Parce que déjà... Écoutez, j'ai dit ceci. C'était le regret du feu président Mobutu. Je vous ai compris. Hein, parce que Laurent avait une rébellion à l'Est, là, hein, à Moba, tout ça là. Bon, on connaît les exploits,
On connaît les exploits de Laurent Kabila à Fizi Baraka, le potentat de Fizi Baraka, tout ça. On connaît tout ça là. Bon, donc, c'était un épisode de l'histoire. Bon, nous avons soutenu ce processus. Il y avait une convergence d'intérêts politiques. Malheureusement, il y a eu crash. Pourquoi? Parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas donné l'espoir au peuple. Hein, et voilà où nous en sommes. Si on avait réussi la conférence nationale souveraine, on n'allait pas connaître le phénomène AFDL. On n'allait pas connaître le phénomène Kabila. Malheureusement, à cause de nos propres turpitudes, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Très bien. Nous allons comme ça parler de ces mouvements. L'Alliance du fleuve Congo, tout récemment, il y a des compatriotes cadres du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, qui ont justement joint Corneille Nangaa. Nous avons monsieur Yannick Chisola, ancien DIRCAB de Richard Mouyej, alors gouverneur dans là-bas. Nous avons également monsieur Adam Chaloué, cadre du PPRD, directeur général Malaika TV, administrateur des sociétés, toujours dans PPRD, et également aussi Henri Magie Waloufé, vice-président de la Ligue des jeunes PPRD, je me rappelle avec ces fameux beureux rouges. Alors aujourd'hui, petit à petit, nos compatriotes sont en train d'aller toucher aux armes. Et pour tuer qui? Voilà, justement, comme je disais tantôt là, les contradictions s'aggravent. Hein? Bon, je ne suis pas de l'écurie du PPRD. Puisque non, je ne peux pas être avec dans cette écurie-là, ça c'est un. S'il y a des membres de PPRD qui vont rejoindre Nangaa dans ses exploits, bon, chacun a ses raisons. Hein, ce sont des humains. Ils ont peut-être des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons personnelles, ainsi de suite, tout ça là. Je ne suis pas là pour juger. Moi, en tant qu'acteur politique, il ne m'appartient pas de juger les événements de l'histoire, hein, d'apporter un jugement de valeur. Chacun a sa façon de voir et de faire. Je suis tolérant, je peux comprendre, mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est qu'il faut que tous les Congolais, sans exception, qu'on se ressaisisse. Qu'on se dise, écoutez, arrêtons-nous un peu pour innover politiquement. Hein? Innover politiquement? Oui, bien sûr, il faut innover. Non, c'est le bon sens même. Hein? Vous faites allusion à quoi quand vous parlez de l'innovation politique? Mais puisque nous sommes... mais notre communauté politique est en quenouille, là. C'est-à-dire que ça se désintègre. Hein? Pourquoi il y a des rébellions? C'est que quelque part, il y a des failles institutionnelles, failles dans la bonne gouvernance, ainsi de suite. Puisque ces opposants qui prennent les armes, ils ont des griefs, des arguments pour légitimer leur action. Mais pourquoi par le passé, l'UDPS, 32 ans dans l'opposition, n'a pas pu toucher aux armes pour prendre le pouvoir? C'était une étape historique. Hein? Je suis dans l'UDPS depuis sa création, dès sa création. C'était une étape historique à l'époque de Mobutu, tout ça là. Le contexte historique, politique ne permettait pas de se lancer dans une rébellion armée. Ça, c'est clair. Et l'option des fondateurs de l'UDPS, c'était un combat d'idées, un combat démocratique, ainsi de suite. Malheureusement, nous sommes arrivés à la conférence nationale, il y a eu ce crash, et tous ceux qui étaient dans l'opposition, en majorité, étaient fatigués de la démocratie que Mobutu nous octroyait. On a vu qu'il nous bluffait, il voyait seulement son pouvoir personnel. Et bien, quand la crise a commencé à l'Est, nous tous, nous étions embarqués dans ce processus de l'AFDL. Mais, vous savez, je ne suis pas partisan de la lutte armée. Parce que on peut savoir quand on commence, mais on ne sait pas quand ça peut finir. Exactement. Et les conséquences, tout ça là. Donc, tant que nous avons encore nos capacités intellectuelles, nos capacités humaines pour dialoguer, quelles que soient nos divergences politiques,
nous devons donner la chance à la paix, donc au dialogue politique. Et aujourd'hui, il y a une seule personnalité habilitée à nous orienter vers la sortie de la crise. C'est laquelle? C'est le président de la République. C'est la seule personnalité habilitée à appeler tout le monde autour d'une table. Qu'est-ce que vous lui proposez? Écoutez, moi, dans mes réflexions, je fais des propositions par-ci, par-là. Bon, je crois qu'il a une équipe d'experts autour de lui qui m'écoutent ou qui savent que je fais des réflexions, que je leur envoie, ainsi de suite. Et ils sont là pour essayer d'aider, disons pas essayer, mais ils doivent aider le président de la République à prendre cette option. Il est la seule personnalité pour sauver le Congo aujourd'hui. C'est la seule. Nous sommes en train de parler des compatriotes qui sont actuellement de l'autre côté de nos ennemis. Avec Corneille Nangaa, nous avons cité tout à l'heure, mesdames et messieurs, monsieur Yannick Kissola, Adam Chaloué, Henri Magie. Ces trois noms, si vous ne les savez pas, ces gens ont été servis par la République démocratique du Congo. Ces gens ont été payés par la République démocratique du Congo. Ces gens, ils étaient pris en charge par la RDC. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, la frustration, la haine de Tshisekedi, manque d'amour de la patrie, je ne sais quoi encore, ces gens se retrouvent aujourd'hui du côté des rebelles. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Mais, oui, c'est regrettable de voir que la République a donné quand même tout à ce monsieur. Mais, bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi toucher aux armes? Pour tuer qui? Des bêtes, des animaux, des vaches, ou soit des Congolais? Je comprends ton souci, ta préoccupation. Et je compatis. Hein? Je pose des questions. Oui, justement. Mais moi... Je ne suis pas dans l'émotion, mais je oui, pose justement. des questions. Moi, ma préoccupation... C'est laquelle? C'est qu'on arrive à une solution politique, hein, congolaise. Vous faites plutôt allusion au dialogue? Mais non, pas le dialogue dans le sens que la majorité des Congolais pensent. Hein. Pour se partager. C'est-à-dire que non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Vous êtes où? Vous savez, quand il y a eu dialogue à Sun City, j'avais mis en garde tous les acteurs politiques non armés, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans un groupe paramilitaire. Ok. Hein? Je leur avais mis en garde que ce dialogue-là, il faut faire attention, parce que vous êtes dans l'action politique, dans le débat d'idées, dans le jeu démocratique, tout cela, mais il y a ceux qui ont pris les armes. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on va vous proposer à Sun City. Malheureusement, ils sont allés là-bas. Ils se sont embarqués dans cette logique du partage de gâteaux. Hein? Et si on a connu le phénomène CNDP, c'est parce que Sun City n'a pas répondu aux attentes de ceux qui ont pris les armes dans le CNDP. Donc, on a galvaudé ce dialogue-là. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis, ne galvaudons pas le concept de dialogue. Il faut bien réfléchir sur ce qu'on doit proposer pour sortir notre pays de ce trou morbide. Hein? Ce n'est pas un problème de partage de gâteau, non. Il y a un pouvoir qui est là, et il y a un président qui a été élu, comme j'ai dit. Il est la seule personnalité qui est légitimée pour mettre tout le monde autour d'une table. Et chaque force politique, les partis politiques, tous ces groupes rebelles, ainsi de suite, chacun aura à présenter ses griefs. Monsieur Basile, je me souviens, après la prise de pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi, nous sommes en 2019, ce dernier avait dit ce qui suit, je reste ouvert à toute discussion et négociation. Et donc, Tshisekedi reste et a toujours
ce souci de pouvoir échanger avec ceux-là qui sont frustrés pour ne pas justement arriver à ce niveau dont nous sommes des compatriotes qui sont en train de toucher aux armes pour combattre les leurs. Et donc, ce dernier est ouvert. Qui l'a cherché et qui n'a pas eu gain de cause par rapport à sa démarche? Vous savez, vous vous limitez à des réactions humaines. C'est vrai? Ah oui, c'est-à-dire que le président Fathi a dit ceci, sa volonté politique, ainsi de suite, mais d'autres Congolais ont pris les armes, ainsi de suite. Donc, les frustrations, donc vous restez au stade disons, humain, hein, les émotions, les frustrations, ou celui qui a le pouvoir, il veut garder le pouvoir. Non, je crois que notre problème, c'est au niveau, comme je l'ai dit tantôt, quelles sont les institutions et des lois capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun. Ma réflexion ici, c'est l'intérêt général. Hein? Le bien commun, ainsi de suite. Et j'insiste sur la cohabitation des différentes composantes nationales. On voit bien à l'Est, c'est un problème de cohabitation identitaire. Hein? Il y a des communautés qui s'écorchent. Il faudrait que ça cesse. Mais on ne gouverne pas avec de bonnes intentions. On gouverne avec des institutions et des lois. Okay. Et si tout citoyen... c'est intéressant ce que vous avez dit. On ne gouverne pas avec les bonnes intentions. Voilà. Ah, ok. Voilà. C'est pour cela que j'ai toujours défendu l'idée d'un pacte, d'une charte de citoyenneté. Parce que 63 ans après l'indépendance, nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun. Moi, par exemple, je suis citoyen congolais. Je suis né à Kinshasa, quinois. Mes parents sont originaires du Congo central. Je me retrouve, malgré moi, dans une même communauté politique, avec un Mouchi, un Nandé, hein, citoyen congolais. On est là, par la volonté de la conférence, donc des Européens à la conférence de Berlin. Le 30 juin, on nous donne cette indépendance. Donc, notre capacité politique, c'est dans l'innovation. C'est-à-dire que nous devons bien réfléchir sur les bonnes institutions, des lois pour notre communauté politique, pour éviter toutes ces dérives qu'on connaît depuis 63 ans. On est encore au stade anal d'une communauté politique. Est-ce que moi, Basile Diatézoa, ai-je le droit de dire à un autre citoyen congolais que Yosa Congolais, Théosa Rwandais? Est-ce que j'ai ce droit-là? Vous comprenez? La première, disons, une des grandes turpitudes de pouvoir de Mobutu, c'est la loi de 1981, hein, qui a dessaisi la nationalité zaïroise à des Zaïrois, à des citoyens zaïrois. On était déjà en porte-à-faux avec le droit international sur le traité des apatrides. Vous ne pouvez pas faire d'un citoyen zaïrois un apatride. Mais nous, on l'a fait, malgré qu'on avait signé ce traité. C'est déjà une bêtise, une turpitude. Et nous payons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Hein. Okay. Vous comprenez? Bon, il y a beaucoup de Congolais qui disent, mais ils sont allés rejoindre la rébellion du FPR. Mais vous oubliez qu'on leur a retiré la nationalité zaïroise. Nous, ici à Kinshasa, on voyait comment on méprisait les Tutsis, ainsi de suite, tout ça là. Mais ils sont devenus apatrides dans leur propre pays. Mais quand il y a eu cette rébellion du FPR, mais ils sont allés rejoindre la rébellion du FPR. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, au sein de la population, je constate, je m'aligne derrière vos dires, comme quoi, aujourd'hui, nous avons constaté que nous, Congolais, bon, Quinois, parce que nous sommes à Kinshasa, nous avons une facilité, justement, d'octroyer à certains de nos compatriotes des nationalités avec toute facilité. Et donc, ça prend de l'ampleur, et alors que c'est grave. Et voilà. Mais je vais vous parler du Kenya.
Vous savez qu'aujourd'hui au Kenya, les Indiens, ceux qui sont venus de l'Inde, là, ils sont venus pour leurs activités économiques, tout ça là. Aujourd'hui, les Indiens sont considérés comme une communauté ethnique à part entière du Kenya. Ok. Hein? Tous ces Indiens que vous voyez ici à Kinshasa sont des Kenyans. Hein? Ils ont un passeport kenyan. Vous comprenez? Ils ont un passeport kenyan. Nous avons ici des Indiens, des Libanais, des Chinois. Des Chinois, tout ça là. Un pays comme la Grande-Bretagne, une puissance occidentale, le premier ministre en Grande-Bretagne, c'est un Indien. Il est d'origine indienne. Le premier ministre actuel, d'origine indienne. Si le plan Van Bilsen de 1955 avait été accepté par les conservateurs belges, le Congo aujourd'hui serait une communauté politique multiraciale. C'est-à-dire on aurait eu des blancs, belges, européens, comme congolais. C'est comme en Afrique du Sud. Alors, quel est ce critère que les Congolais sont en train d'inventer pour être Congolais? Ah, il faut appartenir, il faut avoir un chef coutumier, des choses vraiment comme des enfants. Très bien, je vais vous permettre en tout cas d'essouffler un tout petit peu, mais sinon nous allons suivre cet élément qui va justement nous permettre en tout cas de comprendre exactement ce qui se passe. Vous allez suivre, vous allez tirer votre attention par rapport à ce que je vais balancer tout à l'heure. Nous revenons justement pour commenter ceci. Image. Ils ont choisi la rébellion, ce qui dénote de la haute trahison. Et pour les Congolais de Kinshasa, Germain Kambinga, mécontent, recadre. Ne doit pas être minimisé. Ils ne sont pas là-bas parce que leur présence va créer un tsunami politique ou un bouleversement des équilibres militaires. Non. Ils n'ont qu'un seul rôle, c'est entériner une thèse qui est celle du Rwanda et de tous ceux qui, derrière le Rwanda, subissent depuis une année et demie l'offensive militaire, diplomatique et communicationnelle du président de la République et qui sentent que leurs thèses sont mises en mal parce qu'il faut bien une explication. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le président de la République a su de façon forte et tout à fait virile démontrer que le Rwanda volait les richesses de la RDC. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix dans la partie orientale. Et c'est dit, sillonne le monde et pour nouer les partenariats afin que les Congolais vivent paisiblement chez eux. Mais cette rhétorique est foulée aux pieds par certains jeunes du PPRD. Cité par Paul Kagame, au coup des billets de la banque, ils ont accepté de tuer les leurs tristes. Basile Diatezoa. Oui. Réaction. Ben, écoutez, c'est un narratif qui est devenu trivial. Hein? Bon, l'ennemi identifié, c'est le Rwanda, c'est Kagame, ainsi de suite. Et le M23 est considéré comme un élément du Rwanda, ainsi de suite, tout ça. Bon, ce n'est que normal qu'on ait un tel narratif. Hein? C'est normal. Mais vous savez, quand il y a de telles crises, de guerre, ainsi de suite, chaque parti, chaque camp a son narratif pour légitimer son action politique, légitimer ses décisions, ainsi de suite. Mais moi, je reviens toujours dans l'essentiel. Nous voulons la paix pour reconstruire notre pays, pour sauver l'unité de notre pays, la cohésion nationale, n'est-ce pas? Donc, nous devons, dans les capacités humaines que nous avons, les capacités intellectuelles que nous avons, nous devons donner le meilleur de nous pour poursuivre ces objectifs-là, ces trois objectifs. Donc, dans la situation actuelle, le président de la République est la seule personnalité habilitée à sauver le pays. Aujourd'hui, je vous le dis. Très bien. Pourquoi? Parce que, avec sa légitimité, il peut mettre en place
plateforme, une structure politique pour que tout le monde vienne se mettre autour d'une table et dialoguer. Pas dialoguer dans le sens il y a partage du gâteau, tout, non. Mais ici, réfléchir en profondeur pour reconstruire notre pays sur des bases objectives. Très bien. Et que plus jamais qu'il y ait ces violences à l'Est. Très bien. Nous allons une fois de plus demander à Enoch Luyeye de nous relancer un autre élément, justement toujours avec ce qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en Mauritanie où il est allé voir son homologue justement pour aborder cette question de sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, M. Would est le président en exercice de l'Union africaine. Et donc, nous allons suivre cet élément que vous allez commenter et par la suite, on va vous accorder les derniers mots pour désannoncer cette émission. La situation dans notre zone de responsabilité reste dominée par la pression qu'exercent les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires sur les terroristes de l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Et donc, pour vous dire que en surface, la situation est calme et elle demeure dominée par l'armée loyaliste, mais cependant en profondeur. Donc, nous continuons avec cette pression de manière à ce que l'armée rwandaise puisse rentrer chez elle. Et le résultat est là parce que déjà, ces quelques derniers jours, nous assistons à certaines redditions donc, de ces éléments qui sont fatigués de cette aventure sans lendemain meilleur. Et donc, nous continuons avec notre travail, avec l'appui de toute notre population. Retour en plateau, après avoir suivi cet élément, c'était là le porte-parole des FARDC dans les Nord Kivu, Guillaume, le colonel Guillaume Djike Kaiko, qui a justement démontré ici comment est-ce que quelques éléments de l'armée rwandaise, RDF, comme on les appelle, qui ont accepté justement d'abandonner les armes et de venir aux côtés de la RDC pour s'aligner dans ces processus de pouvoir faire revenir la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui une réussite par rapport à toutes ces démarches menées par les chefs de l'État pour avoir une paix définitive? Mais ne créons pas de contradiction. Okay. Quand vous affirmez que ce sont des éléments de RDF, c'est ce qui est dit. Oui, c'est ça, justement. C'est ce que je dis, non? Quand je dis vous, ça dit que nous. Voilà. Quand nous affirmons que ce sont des éléments de RDF qui ont déposé les armes et qui se sont remis entre les mains de FARDC. De l'armée loyaliste. Oui, mais vous dites qu'ils sont des Rwandais, mais ils sont maintenant dans l'armée, ils sont entre les mains de l'armée nationale. C'est une contradiction. Vous comprenez? Donc, ou vous le considérez comme des Congolais, donc ils sont dans la FARDC, ou vous les considérez comme des Rwandais, donc ils ne peuvent pas être dans le FRA. Voilà la contradiction. Donc, ça, c'est rien. Mais moi, je voudrais insister là-dessus. Nous attendons la formation du gouvernement. Wow. Hein? Nous attendons la formation du gouvernement. La nomination d'un Premier ministre et puis des membres du gouvernement. Je crois que ça sera un test pour nous les Congolais. Quand ce gouvernement sera mis en place et ses orientations politiques, économiques, ainsi de suite, et plus particulièrement la crise de l'Est. Pensez-vous que ce nouveau gouvernement va-t-il relever les défis pour amener la paix dans la partie orientale? Mais pourquoi vous gouvernez un pays? C'est pour résoudre les problèmes, non? Sinon, à quoi sert votre pouvoir si vous êtes incapable d'apporter des solutions? Exact. Et alors?
C'est la moindre des choses. Il y a des citoyens congolais qui souffrent à l'Est. Il y a la paix. On ne peut pas créer des richesses dans la guerre, tout ça là. Le peu d'argent qui nous rentre dans le trésor public, nous sommes obligés de financer la guerre. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? On n'avance pas. On n'avance pas. Donc c'est pour cela que je dis, c'est une pierre de touche. Le prochain gouvernement qui sera mis en place, nous allons observer ces grandes orientations. Pour voir si vraiment on peut avoir de l'espoir dans ce qu'ils vont nous proposer. Parce que quand je vois les agitations des uns et des autres, bon, ça dit qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on est encore au stade de la Deuxième République et puis de la Troisième République de Kabila. Le pouvoir, la fonction politique, c'est la fonction sociale la plus lucrative pour s'enrichir. Et non, nous sommes là pour résoudre les problèmes du pays. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers invités. Monsieur Basile Diatézois, je le rappelle, vous êtes expert des questions sécuritaires. Ensemble avec vous, nous avons abordé cette thématique, trahison et traîtrise des anciens du PPRD. Vous nous avez suivi en cours de diffusion. Je vais vous citer les noms des cadres de ces partis politiques chers à JKK qui sont allés de l'autre côté des ennemis de la République démocratique du Congo, ensemble avec Corneille Nangaa. Il s'agit comme ça de M. Yannick Chisola, M. Adam Chaloué, M. Henri Magie, qui d'ailleurs était emprisonné. Voilà, il quitte la prison et voilà, ces derniers s'élancent dans la rébellion. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question directe. Vous avez parlé tantôt de ces nouveaux gouvernements. Concernant le premier de tous les ministres congolais, nous parlons du Premier ministre, si aujourd'hui le chef de l'État, champion de la masculinité positive, porte son choix sur une dame, quelle serait votre réaction? Mais ce n'est pas le genre qui fera... c'est pas un problème de genre. Je pose la question. Oui, c'est ça. Si le chef porte son choix sur une dame, quelle sera C'est à sa discrétion. C'est à sa discrétion. Mais le genre n'est pas synonyme de solution à tous les problèmes que nous avons. C'est-à-dire qu'on peut choisir un homme ou une femme ou je ne sais pas moi. Mais des solutions, voilà. C'est tout. Mais quand même, une dame, ça sera une première? Mais je ne suis... Il faut écrire autrement l'histoire. Non, j'ai dit ceci. Moi, j'ai toujours milité pour l'émancipation de nos mamans. Très bien. Puisqu'on ne peut pas... Les femmes sont les plus nombreuses. Donc, si la maman n'est pas bien éduquée, ça a un impact au niveau du pays. Très bien. Bon, donc, pour moi, qu'une femme soit Premier ministre, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que ce gouvernement doit être capable d'apporter des solutions. Point barre. C'était une question directe. Merci beaucoup. Je comprends que vous aimez trop la femme congolaise. Sinon, restez là. Je vais désannoncer cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Un grand merci aux héros dans l'ombre. Allez, Naomi, ça va? Naomi, Faïda, et puis Fatou, et donc Luyeye, Jimmy. Jimmy Kitenge, c'est ça, non? Jimmy Dianda, voilà, faut pas m'en vouloir, cher confrère. Et Dieudonné Machoulov, merci beaucoup, un grand merci. Les grands producteurs de cette émission, Vincent Mouzou, la RC, un grand merci. Et permettez-moi quand même de souhaiter un joyeux anniversaire à une consoeur, Dadi Zambale, joyeux anniversaire. Je n'oublie pas un autre confrère, Tariq Ngandou, journaliste Nzambé. Celui-là, il est le journaliste proche de Ferré Gola. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Amoros Andé, Mia Papa na Joyce. Un grand merci à vous et à la prochaine. Merci.